Aujourd'hui, on parle toujours de pivot, de ces startups qui, à peine lancées, pivotent déjà une fois, deux fois, trois fois. On parle beaucoup moins de ces groupes installés qui font plusieurs dizaines, voire centaines de millions de chiffres d'affaires et qui décident de pivoter. Si je vous raconte que Frédéric, ici présent, avait une boîte qui faisait plus de 400 millions de chiffres d'affaires, pas loin de 500. 500, exactement. Et qui décide d'arrêter toute une part de l'activité pour redescendre à 30 millions. Et ben voilà, les présentations sont faites. Il est dirigeant de l'ESN Open, je le redis, 4000 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui a remonté depuis à 420 millions d'euros. Exactement. Mais on va parler avec toi des défis de ton entreprise, mais aussi des entreprises au sens large, de la révolution IA et des différentes dépendances. Mais on en parle juste après ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. On va commencer par le pivot. Si tu veux bien, une boîte de 30 ans, on pourrait faire 3 heures ensemble. On n'aura que 25 minutes. Ouais. Mais on va revenir juste sur ce moment clé où une boîte qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires décide de redescendre à 30 millions. Oui, en fait, et d'abord, les grandes entreprises ont, pour beaucoup d'entre elles, un jour été des startups. Donc, il faut faire attention. Et effectivement, on a des cultures assez communes en réalité. Dans cette histoire-là, on était après les années 2000, après la bulle Internet, on avait une activité de distribution, une activité de distribution de technologie, produits technologiques, une activité de service, et il fallait qu'on devienne des champions sur chacune de ces activités. Et on n'en avait pas les moyens. Et quand on a mis ça en face, pas les moyens d'investir, pas les moyens financiers, pas les moyens, pas les épaules pour porter les deux au niveau des champions qu'ils devaient être. Alors qu'on avait les convictions, on avait les compétences, on avait pas mal de choses, mais pas les moyens. Alors, je suis pas professeur de mathématiques, mais on parlait d'une boîte qui faisait 500 millions. Tu vas partir sur l'activité à 30 millions. Exactement. Et pour une raison très simple, on a beaucoup travaillé. On a mis 2 ans, 3 ans avec mes associés à prendre cette décision. Et on a été vers celle dans laquelle on pensait que nous avions notre destin entre nos mains. Dans une activité de service, on est capable de convaincre nos clients et de produire notre propre activité. Dans l'activité de distribution, on est entre les deux. On est entre un fabricant de technologie ou de logiciels et un client final. Et on se trouvait sujet, pas assez... c'est peut-être aussi que c'est pas les mêmes marges. Alors non, ça aide à prendre la décision. Non, parce que chacun a son histoire, chacun a son modèle. Et on a dit, il y a des conditions à remplir pour qu'on prenne dans cette activité notre destin entre nos mains. Et on n'arrivait pas à les remplir, donc on a choisi l'autre. Et grâce à la vente finalement de la plus grosse, et celle qui marchait très bien en plus, eh bien on a pivoté pour devenir un pure player des services numériques en 2010. Oui, en l'occurrence, c'est pas une activité que vous avez soldée tout court. Non. Vous l'avez vendue, évidemment. Exactement. Tu as aussi racheté des boîtes. Bien sûr. Tu es passé par le LBO. Je sais pas si on aura l'occasion. On était coté, donc on a racheté des boîtes plus grosses que nous dans le monde des services. On est devenu un acteur de référence en France dans ce monde des services du numérique. Et ben alors justement, aujourd'hui, vous accompagnez la transformation des grands groupes, du secteur public aussi. Et privé. Et privé, bien sûr. On va parler de dépendance. Oui. Et tu m'avais fait une liste quand on préparait cette émission, mais en fait, il y en a trop. On est ultra dépendant. Et la question, c'est quelle dépendance on peut mettre de côté et puis lesquelles il faut en fait simplement aujourd'hui accepter parce que c'est une réalité. Allez, panorama rapide, c'est pas une conférence non plus, mais on va en prendre une. On va prendre celle de la dépendance technologique pour aller vite et on la connaît. Et Trump nous a permis de la voir elle aussi, de la regarder en face. Et quand on est en France ou en Europe, on se rend compte qu'on a du hardware chinois et américain et qu'on a du software plutôt américain et des services qui deviennent indiens. Et nous, on est où là ? Nous, on alimente ça. Nous, on est les entreprises qui créons la richesse dans notre pays pour sortir cette richesse vers eux. Et on est assez peu pourvoyeurs de notre propre technologie ou de notre propre compétence. Et il faut redresser cet état-là, surtout quand on sait que finalement, ce sont pas que des amis. Ce sont des amis, mais pas que. Ça peut être des concurrents, voire des... Et donc la dépendance des entreprises françaises et européennes aux technologies et services étrangers est un problème. Et surtout, elle est très forte. C'est là où il y a un problème. Une fois qu'on identifie un problème, quand on est entrepreneur comme toi, on cherche des solutions. Ouais.
La solution, elle est maintenant, les solutions en tout cas sont très difficiles à mettre en œuvre, mais en tout cas, je veux dire que chez nos décideurs en entreprise, donc du monde privé et public, le sujet est maintenant sur la table et les choses commencent à bouger. On parle beaucoup de souveraineté. Alors, il faut être calme, hein, il faut plutôt parler de maîtrise de la dépendance plus exactement. Ouais. Et là-dessus, on travaille énormément pour changer nos habitudes, évaluer les solutions qui nous permettraient, au sens technologique, d'être moins dépendants et surtout de faire naître, et c'est là où il y a tout le sujet des Mistral AI aujourd'hui, hein, de l'actualité, mais surtout et des clouders, de faire naître les champions français européens. Et donc pour ça, il faut de l'investissement. Il faut de la commande publique, privée. Exactement. Moi, je préfère dire de la commande. Commande publique et privée plutôt que de On l'investissement. achète des solutions. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher ceux qui sont des fournisseurs, qui sont dans notre écosystème en réalité amical. C'est pas la seule dépendance, Non. La dépendance techno. Non. Il y a une dépendance également économique puisque aujourd'hui on a des marchés qui sont de plus en plus concurrentiels et donc on est obligé d'aller vers l'international et donc il faut renverser ça pour être des champions internationaux. Et donc là-dessus aussi il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais là je trouve que l'Europe et la France ont commencé à baisser un petit peu parce que l'industrie des autres pays est de plus en plus forte et la nôtre a vraiment baissé. Là, on parle de hardware. Alors ça c'était sur le plan général. Ouais. En hardware, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important que le software. En hardware, alors là on est totalement dépendant des chips étrangers, donc chinois, taïwanais. On est totalement dépendant des hardware américains, mais qui sont basés sur des chips de ce type. Et on est en train de perdre la guerre économique au sens industriel sur ces sujets-là. Il faut la reprendre. L'opportunité pour nous, la prochaine étape, c'est les puces et le quantique. Et là-dessus, il faut qu'on puisse être un peu plus fort. Ouais, j'entends des entrepreneurs qui sont sur ces sujets-là qui me disent en fait le retard est tel qu'il va soit falloir abandonner, mais c'est pas très entrepreneur, soit mettre des moyens considérables. Il faut regarder en fait le bénéfice de l'usage de technologies. Par exemple, dans le cloud, on se dit mais oui, c'est vrai que AWS, Microsoft ont de l'avance sur la proposition technologique qu'ils font de leur plateforme. Sauf que, quelles sont les entreprises qui utilisent toute cette puissance ? Et les propositions qu'on pourrait qualifier un peu moins techno ou un peu moins avancées, étant donné qu'elles ont moins de périmètre de clients et autres, ne sont-elles pas aussi compétitives pour les enjeux que j'ai à adresser ? Et peut-être plus faciles à mettre en œuvre et peut-être plus sûres. Et donc il faut faire ce rapport entre le bénéfice attendu, compétitif, et la réalité de mon usage. Mais ça doit être une décision presque tricolore ou européenne de la part des décideurs. Ce sont des décisions de direction générale avec une réalité d'avenir de l'entreprise en fait. Et comme on a effectivement beaucoup de travail pour l'acculturation de notre direction générale sur ces sujets, elle est en route, mais il faut encore y aller. Mais là-dessus, l'argument Frenchy ou européen peut pas suffire pour beaucoup. Donc la question, c'est comment c'est quoi l'argument? C'est celui de la dépendance. Exactement, et puis c'est surtout celui de la réalité du bénéfice. La réalité du bénéfice versus ce qu'on paye et pas ce qu'on paye, ce que ça nous coûte en réalité dans l'entreprise. Et cette réalité du bénéfice, je crois qu'elle est un peu mal appréciée aujourd'hui. On parle là de tes clients, puis des décideurs en général. Comment on fait en sorte que des boîtes comme la tienne soient pas des colosses au pied d'argile? J'évoquais les chiffres, oui. C'est une réussite. Bon, après 40 nuances de Next, on aime bien rappeler que ça se fait pas en un claquement de doigts et que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à résoudre aujourd'hui. Bien sûr. Comment toi tu prépares tout ça en tant que dirigeant? Ce qu'on fait pour le compte de nos clients, c'est le fait de les rendre agiles avec leur IT. Et donc en fait, on ne pourra pas prévenir toutes les innovations, toutes les crises à venir pour soi-même comme pour les autres. Par contre, c'est honnête de le dire. Par contre, si on est agile, si on est adaptable, si on a des conditions qui nous permettent de nous déplacer, alors on peut être peut-être encore une fois prêt pour affronter des difficultés. Donc chez Open, le sujet c'est cette équipe, c'est basique, c'est fondamentaux, la qualité de ses processus, les méthodes que nous déployons pour nous-mêmes comme pour nos clients. Donc ce sont des éléments de repère qui nous permettent d'affronter ces nouveaux virages à chaque fois. Et c'est ce qu'on veut faire aussi pour nos clients avec leur IT. Tu as énormément investi dans l'IA. Oui.
Concrètement, ça se traduit par quoi? On est sur du process, on est sur de l'acquisition, sur de la solution. On a investi pour que... Alors, c'est large. C'est large. C'est large. Mais nous, on s'est déjà... Là, tu peux, je pense que sur chaque sur chaque stand de on Vivatech, il s'est y a au déjà moins dit il comment est-ce que notre cœur de métier va se transformer grâce à cause, peu importe, de l'IAG. En tout cas, c'est là. Et en tout cas, c'est là. Et ensuite, on a la même chose pour nos clients. Mais le premier, c'était nous. Et donc, quelle est la plateforme d'IA générative, ou en tout cas la plateforme de production d'ateliers de génie logiciel, qui est notre grande proposition de valeur? C'est quoi un atelier de génie logiciel? Comment est-ce qu'on fabrique les applications de nos clients? Et c'est ce qu'on fait. Tous les collaborateurs d'Open sont engagés dans ça et dans bien sûr les infrastructures qui les supportent. Donc c'est les deux grands pans d'activité. Pour fabriquer ces applications, Pour fabriquer ces applications, c'est le pilote là qui nous dit qu'on va amorcer la phase d'atterrissage. On a un atelier de génie logiciel comme beaucoup d'entreprises comme les nôtres, comme beaucoup de nos clients ont également. Et il fallait le revoir complètement et lui mettre l'upgrader de ce que l'IAGEN propose sur chacune des activités depuis la conception jusqu'à la production. Quand tu évoques l'IA, tu parles d'IA humaine avec du sens. J'aimerais. Ouais. J'aimerais, c'est pas le cas. C'est vœu pieux. C'est pas le cas. Un vœu pieux, encore une fois, si on met les moyens, on peut peut-être le rendre. On peut passer d'une intention à une réalité. Aujourd'hui, c'est une course. Elle est un peu débridée et surtout il y a des acteurs qui la rendent débridée et l'IA éthique. Moi, j'appelle de mon vœu pour qu'on sorte vainqueur au sens humanité de ça, il faut que l'IA soit transparente. Et donc, elle sera éthique puisqu'on saura quand elle ne l'est pas en fait. Et donc, c'est ça en fait pour moi, l'élément concret derrière ce vœu pieux, c'est de permettre que les IA qu'on utilise, en tout cas les contraindre à être transparentes et ne pas utiliser les autres. Ça, c'est un vœu pieux. Dans les notes de préparation de notre échange, j'ai surligné ce que tu m'as écrit, sous gouvernance de l'IA. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, elle est livrée à une compétition à une vitesse qui est folle, avec des temps d'adaptation qui est folle, et donc il n'y a pas de capacité à gouverner. Ouais. On ne sait pas comment ça marche. Exactement. Peut-être un jour, mais c'est pas dit. Si on la rend transparente, on saura tout, parce qu'encore une fois, c'est nous qui la fabriquons. On a des incontournables dans 40 nuances de Next. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir sur un format plus long, parce que là, je suis un peu frustré. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je voulais aller et le pilote me fait plein de signes pour me dire qu'on atterrit. Mais il y a notamment cette idée, je le disais, qu'il y a toujours un truc à craquer dans la vie d'un entrepreneur. On va en parler, mais il y a aussi des moments où on se prend des claques. Oui. Sévères. Oui. Alors elles sont riches d'enseignements, ça veut pas dire qu'on les a bien gérées, mais c'est ça qu'on partage aussi entre pairs et pour la nouvelle génération d'entrepreneurs. Waouh! Les claques? Ouais, la claque. La claque. Je pense que j'ai dû écrire quelque chose, mais je vais revoir. La plus grande claque, ma plus grande difficulté, ça a été de ne pas réussir à exécuter les plans strat, mes convictions en tout cas, et la vision qu'on avait posée, à ne pas l'exécuter avec suffisamment de force et de performance. Quand on dit ça, il y a le défi personnel, on n'est pas au niveau et on s'en veut. Oui. Mais il y a aussi les collaborateurs, bien les clients, peut-être le board aussi, les investisseurs. Comment justement, tu arrives avec une promesse qui n'est pas entièrement tenue. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes pour quand même... Alors moi, j'ai une qualité, un défaut, c'est que je dis les choses. Donc en fait, je me mets en face de ces échecs au sens où on les décortique. Et alors ça fait très mal parce qu'on n'aime pas cette image de soi, mais on les décortique pour justement préparer la prochaine étape et le prochain cycle. D'ailleurs, nous sommes dans un cycle nouveau avec ma directrice générale Valérie Benvenuto de croissance de l'entreprise, mais on les décortique, on tire les leçons de cet échec et surtout on repositionne les collaborateurs, managers qui étaient chargés de travailler là-dessus
dans des zones où ils auront la compétence pour le cycle futur. C'est peut-être comme ça en fait qu'on fait grandir des boîtes. Hein. Et des collaborateurs. On a toujours démarré par être une startup. Exactement. Je connais pas un BP de départ qui est Bien sûr. exact 3 ans Bien après. Et c'est un peu moins vrai. C'est pour rageant des- quand les convictions étaient bonnes. Ouais. Ça veut pas dire qu'on a tort, c'est juste que Exactement. le chemin est peut-être Exactement. à réaffiner. On finit avec cette question qui nous vient d'un autre monde, d'une autre planète. Je te propose de prendre le téléphone. Le téléphone et le mettre sur mon casque. Certitude, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. On va parler Oui. du nouveau cycle en partie. Ouais. Le défi, c'est celui finalement. Alors, j'en ai deux principaux, mais il se résume à un seul. C'est la percussion que l'IA Gen et ces nouvelles versions fait sur l'ensemble de notre monde et de notre modèle de société. Et quand on descend, c'est modèle d'entreprise, modèle de travail, quelle est la perspective, donc quel est le design de l'entreprise gagnante avec l'IA Gen pour ses clients et pour elle-même de demain. Et c'est celui-là mon grand défi et sur lequel je réfléchis et travaille beaucoup. Ah, et là-dessus, il y a tellement de chemins possibles Exactement, pour se revoir. exactement. Je te propose de te donner rendez-vous pour un format long parce que Avec plaisir. voilà, et maintenant que c'est dit à C'était un l'antenne, plaisir. Je suis obligé. voilà exactement. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Frédéric. Merci à vous tous et toutes de nous suivre. Merci à The Good Experience qui nous fait vivre un rêve tangible ici dans cet espace. On a encore monté en gamme cette année à Viva Technologies. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les entrepreneurs 40 nuances de Next, mais aussi les entrepreneurs cash out qui racontent les montagnes russes d'une session d'entreprise. Et peut-être tu auras des choses un jour à nous dire là-dessus aussi. Et puis planter aussi parce que c'est aussi ça la réalité des entreprises. Il peut y avoir des échecs, ça veut pas dire qu'on est un loser. Ça veut quand même dire que parfois on a cranté des choses et pour plein de raisons. Et bah c'est eux qui l'expliquent sur Planter. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.